manière quand on veut faire de la politique. Et donc on a invité, pour nous en parler, on a invité Tara Dickmann. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Vitry. Je viens d'Ivry. C'est une voisine. Et en fait, Tara est une fondatrice, présidente d'une association qui s'appelle Le Next Level. Next Level, et qui nous parle de ces trois sujets que j'ai cités, qui sont la dignité, l'inclusion, la justice. C'est trop fort. C'est moi. Et donc Tara va nous dire quelques mots déjà de sa démarche, de ses démarches, parce qu'elle est très active à plus d'un point. Voilà, sur de nombreux sujets. Et après, on va pouvoir faire aussi un lien avec le premier atelier qu'on a eu tout à l'heure, quand Sana Saitouli est intervenue sur la question de l'écologie, de banlieue climat, et pour voir un petit peu quelle est la difficulté que l'on a parfois quand on n'est pas, ce que je disais tout à l'heure, blanc, de plus de 40 ans et un homme cisgenre, voilà. Quelles sont les difficultés pour être représenté et représentant quand on fait une démarche d'engagement en politique? Donc voilà, Tara, je te laisse un petit peu expliquer tout ce que tu fais, et puis il y a une démarche qui est très intéressante en ce moment avec une étude sociologique, et qui va peut-être nous amener à réfléchir et à nous interroger sur ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire, peut-être. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Je disais à Fred, ils étaient stressés. J'ai pas peur de parler en public, mais je suis quelqu'un de l'ombre. Je suis quelqu'un qui ne travaille pas habituellement en public. L'association Le Next Level, vous la connaissez pas, parce que c'est une association qui accompagne d'autres structures, d'autres associations, qui forment sur les questions de non-discrimination, d'inclusivité, et qui forment aussi sur comment on construit du pouvoir, comment on gagne des combats sur les questions de non-discrimination, d'inclusion, de justice et de respect de la dignité humaine. Donc on est plutôt en arrière. Cependant, je crois qu'il faut que je recule. Cependant, on va s'asseoir. On va moins se voir, si c'est long. Cependant, ce soir, j'ai accepté de rejoindre cet événement parce que dans le cadre des activités du Next Level, je suis en partenariat avec d'autres sur un projet qu'on appelle démocratiser la politique. A priori, moi, je ne fais pas d'électoral. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et la démocratie, ce n'est pas particulièrement mon sujet non plus. Mais, qui a vu Sana Saitouli tout à l'heure de Banlieue Climat? Elle est cool, hein? Elle est super. Ben moi, j'ai vu Sana Saitouli, comme d'autres, des dizaines et des dizaines d'amis, pendant des dizaines d'années, essayer d'entrer sur le jeu électoral, essayer d'avoir une place digne pour pouvoir représenter leurs gens, défendre les droits de leurs gens, défendre les droits des oubliés, des méprisés, utiliser plein de stratégies différentes, aller avec la majorité, faire une liste indépendante, aller à gauche de la gauche, aller plutôt au centre, même tenter la droite, et se ramasser, se prendre des murs de mépris, se prendre des murs parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas une machine derrière. Et même quand ils arrivaient à être élus, parce que Sana, elle ne vous l'a sans doute pas dit, mais elle a été élue à la jeunesse, à la petite enfance, même dans ces moments-là, être traités comme s'ils étaient l'opposition. Parce qu'ils osaient remettre en cause l'esprit dominant dans le parti. Je vois des têtes qui hochent, donc je pense que ça fait écho à certains et certaines. Et moi, j'ai eu la chance d'entendre plein d'histoires sur ce qui s'est passé lors de ces campagnes. Plein d'histoires qui sont des leçons hyper importantes dont tout le monde peut apprendre. Et je me suis dit, ça serait bien que, au lieu d'avoir un bilan tous les 3 ans qui dure une demi-journée avec 3 mecs qui tiennent le micro pendant 3 heures pour expliquer pourquoi les quartiers populaires, ça ne fonctionne pas, avec l'amour que j'ai pour toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets depuis de nombreuses années. Ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir 10 conversations longues où on s'écoute vraiment pour apprendre en fait des stratégies des uns et des autres en dehors des temps électoraux. Et donc je me suis dit, j'aurais jamais le temps de faire ça, donc je vais appeler un copain, Kevin Vacher, qui est à Marseille, qui est un militant politique, mais qui est aussi un chercheur.
Et je lui ai dit, toi en plus tu as plus de copains côté LFI et tout ça, ça te dit pas d'aller écouter des gens, de ramener tes gens, moi je ramène un peu mes gens, puis il s'écoute. Et il m'a dit, ça tombe bien, avec Toufik, un autre copain, qui est lui pas loin de Cannes, on a décidé de faire une espèce d'étude, recherche-action, pour observer ce qui se passe au niveau électoral sur la représentation des classes populaires. Et il m'a dit, de nos premières études, on a pris une grande ville, que je ne vais pas citer, on a regardé, je ne vais pas la citer, j'ai pas le droit, on a pris une grande ville, on a regardé dans les listes municipales, parce qu'on doit déclarer en fait son métier, hein, donc l'INSEE, ensuite donc l'Institut national des études, je ne sais plus comment ça s'appelle, économique, merci beaucoup, dit de quelle classe sociale à quelle classe sociale en fait vous appartenez à partir des codes métiers. Il m'a dit, on a regardé la représentation des classes populaires et des classes dominantes en politique sur les listes électorales. Et dans cette grande ville, donc, étaient à 100% représentées les classes dominantes dans la liste majoritaire, sans surprise. Hein, Renaissance est un parti particulièrement bourgeois. Étaient aussi à 100% représentées les classes dominantes dans la liste la plus à gauche. Et bien sûr, là où il y avait le plus de classes populaires, c'était au Rassemblement national. Donc vous voyez, vous le savez, on le sait, quand on voit les chiffres, ça fait mal. Parce que c'est indéniable que le Rassemblement national a une stratégie auprès des classes populaires à travailler à écouter, à travailler, à développer, à faire de la place en fait pour les classes populaires. Donc ces choses-là, ça fait mal. On s'est dit, bon, il y a de la statistique dans toute la France, donc on va avoir en fait accès à ces données-là. Évidemment, c'est pas comme à l'école, on demande pas et ton papa il fait quoi et ta maman il fait quoi quand on candidate, mais on pourrait. Comme ça, on pourrait savoir quel est le pourcentage de personnes issues de classes populaires, pas seulement de classes populaires à un moment donné. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On s'est dit, ok, on va mêler de la recherche quantitative, mêler de la recherche qualitative, c'est-à-dire écouter les gens, écouter les histoires des gens, c'est toujours mon moment préféré. Enfin, j'aime bien découvrir les chiffres aussi, mais j'adore écouter les histoires des gens. Région parisienne, Marseille, Roubaix et dans l'Ain, et dans d'autres endroits, de temps en temps, pour faire des petits ateliers itinérants. Et on va essayer de croiser les histoires et voir ce qui relève de quoi. L'objectif derrière, c'est de pouvoir objectiver un sujet qu'on connaît, mais tout comme on a aujourd'hui la parité, on ne sait plus trop ce qui relève de la norme ou du droit, de la règle, mais en tout cas, on sait que la parité de genre, on ne peut pas vraiment faire sans. On aimerait bien que ça devienne compliqué de faire sans la parité sociale en politique. Donc, on a commencé à avancer et même travailler avec les différents partis qui sont contents de cette démarche, visiblement, et qui ont, pour certains, commencé à accepter d'avoir des études en interne sur le vécu des classes populaires dans leur propre parti. Donc on avance petit à petit, et c'est à ce sujet que j'étais invitée pour présenter. Moi, ma grande question, ça sera, est-ce que ça fait écho ? Est-ce que c'est quelque chose, cette norme d'avoir une plus grande représentation des classes populaires en politique, c'est quelque chose qui fait sens pour vous ? Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme questionnement et curiosité ? Bon, je prends le relais parce qu'en fait, une chose que l'on se dit souvent entre nous et qu'on dit rarement comme ça avec un micro devant une assemblée, c'est qu'à Vitry, notre expérience, elle est à l'image de ce que tu dis, c'est-à-dire que on essaye un maximum lorsqu'on participe à des élections d'avoir des représentants, parce qu'on a décidé d'être une association engagée avec des citoyens et des citoyennes. Et on a décidé d'aller jusqu'à présenter des candidats aux élections, à chaque élection locale. Et on se rend compte de deux choses. Déjà, même si on essaye toujours d'avoir des représentants en tant que candidat, ou quand on arrive à être élu, d'avoir des représentants qui soient à l'image des habitants de la ville, dans la diversité, alors, du genre, en âge, des quartiers, tout ça, c'est compliqué, hein, quand on a une liste de 53 candidats à produire,
Il faut réussir à avoir toute cette représentation-là, mais on se rend compte au final, et il faut se le dire, qu'on est aussi dans ce que tu pointes du doigt, c'est-à-dire qu'on a souvent des candidats qui sont représentants en fait de la classe dominante en catégorie socio-professionnelle, voilà, quelle que soit l'origine d'où on vient. Et que c'est une vraie réflexion que l'on a depuis quelques années, c'est de se dire comment on peut ouvrir et comment on peut laisser la place à chacun, sachant que il faut réussir à se faire entendre et réussir à partager les mêmes valeurs et savoir comment chacun peut à un moment émerger et continuer la route. Ce qui est en plus particulier chez nous, c'est que on a une liste avec quelques élus, on est très peu d'élus, et qu'on n'est pas, on a souvent que quelques personnes qui arrivent à être ensuite représentants en fait de notre mouvement citoyen. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on s'en rend compte aussi, là où on arrive à avoir des résultats forts au niveau électoral, c'est souvent dans les quartiers où on arrive à être entendu, ce qui est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quand il y avait Sana, on est entendu dans des quartiers où notre langage est entendu. On arrive à parler d'une manière où dans les quartiers comme pavillonnaires par exemple, on est plus entendu que dans d'autres quartiers. Et ça se manifeste vraiment par les résultats électoraux. Voilà, ça c'est pas un mea culpa, c'est juste un constat. Et là où votre étude peut être intéressante, c'est savoir comment en fait on fait tomber ces murs, c'est-à-dire comment on arrive à parler et comment on entend la parole, comment on entend la participation de tout le monde en fait dans cette ville. Et je pense qu'on n'est pas les seuls concernés. Nous, avec notre liste, je pense que l'ensemble des listes sont concernées. Ouais, c'est une question en plus importante. Il y a un livre de Thomas Piketty et Julia Cagé qui vient de sortir, vous en avez sans doute entendu parler, oui. Incroyable sur voilà, l'histoire et la répartition socio-géographique du vote depuis des siècles, donc qui nous rappelle qu'effectivement, c'est pas une surprise. Renaissance est effectivement le parti le plus bourgeois de l'histoire de France. Mais il y a un abandon, il y a un espèce de cercle vicieux qui se pose, qui est si on ne se sent pas concerné par une cause ou dans un parti, par un parti, ou si on a une expérience qui est systématiquement négative, c'est difficile de s'y intéresser, c'est difficile d'aller de se bouger, de voir quel est l'intérêt. Ensuite, fatalement, quand on fait des calculs électoraux, on se dit ouais, mais c'est pas là que les gens votent. Et donc c'est un cercle vicieux qui s'alimente. C'est un peu une question de se demander mais pourquoi les gens votent pas. Et là, je voudrais faire un pas de côté dans le cadre de moi, mon travail, c'est beaucoup comment on construit du pouvoir, comment on construit du pouvoir collectif. C'est les mêmes questions que se posent les progressistes aux États-Unis. Comment ça se fait que le lobby des armes a plus de membres que nous, que les 5 plus grosses associations progressistes des États-Unis? Comment ça se fait, c'est qu'ils ne se posent pas les questions de la même manière déjà. Ils ne se disent pas comment les gens peuvent venir à nous. Ils se disent comment nous, on peut être dans la vie des gens partout. Donc quand tu adhères à la NRA, qui est la plus grosse asso qui fait le lobby des armes, tu as une assurance accident, tu as une assurance vie, tu as des réducs dans des magasins, tu as des accès à des stands de tir, tu as des activités pour les enfants. Enfin bref, en gros, tu as un magazine qui te donne les infos de tout ça. C'est ta vie, c'est ton quotidien. Donc, dès que la NRA est menacée, c'est très facile pour elle de mobiliser, et ça va très vite, et elle a beaucoup plus de monde que les autres. Alors que les autres structures se disent, comment est-ce que les gens peuvent plus venir à nous? Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour les gens? Comment est-ce que nous, on peut être à l'écoute des gens? À quoi on sert aux gens? Si on sert à rien aux gens, les élus, c'est dans nous, notre approche, c'est pas les leaders, c'est des alliés. Tu votes pour ton maire parce qu'il t'est utile. Elle t'est utile. La personne est un bon allié. Si la personne ne nous sert à rien, globalement, on se dit mais je ne vais pas aller me fatiguer pour cette personne, pourquoi faire? Ensuite, tu poses un sujet. Donc, pour moi, là, la question, c'est vraiment comment on peut être à l'écoute des gens, comment on peut être au service des gens, et vraiment comprendre que ça commence par là. Donc, ça commence beaucoup par de l'écoute, et de savoir effectivement se déplacer et se décentrer. Et après, il y a un sujet qui est, effectivement, moi je pense que ce sujet, il prend bien pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le dur, mais il y a peu de place. Il y a peu de place. Et en plus, maintenant, avec la NUPES, etc., il y a aussi encore moins de place.
Donc je voudrais juste rappeler que les hommes blancs de 40, 50 ans, voilà, cisgenres, etc., vous êtes une minorité statistique en réalité. Donc il faut déjà accepter que c'est une anomalie d'être une majorité en tant qu'élu. C'est une anomalie, parce que c'est une minorité statistique en réalité. Donc déjà, est-ce qu'on peut acter qu'il y a une anomalie? Et ensuite, si on a qu'il y a une anomalie, bah, elle vient d'où? Elle vient d'une difficulté, en effet, à laisser sa place. Parce que là, on parle de questions de pouvoir. Je forme beaucoup sur les questions de diversité, inclusion, etc. et de non-discrimination. Et ça se passe bien jusqu'au moment où on se rend compte que ouais, mais qui a le budget? Quel pouvoir de décision? Qui décide? Qui cadre? Et là, c'est des trucs soudain, c'est chiant, quoi. Oui, ça marche pas, votre truc. On passe à autre chose. Donc, je suis curieuse de voir, en fait, ce que ça va changer. Et il y a eu beaucoup de réticences aussi sur la parité, hein, sur les femmes. Oui, mais on va pas prendre des femmes juste parce que c'est des femmes. Moi, je pense qu'on prenait des hommes juste parce que c'est des hommes aussi. Concrètement, je vois pas le problème. Et il s'avère qu'on a assez de femmes compétentes. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup une question de... oui, mais est-ce que dans les quartiers, on a vraiment autant de gens super compétents? Moi, les machines de guerre électorales que je connais, je pense à Adel Amara, qui est d'ici. Je pense à Yacine Lamaoui, qui a dû aller plutôt côté Renaissance, parce que la gauche, en fait, ne pouvait pas respecter un tel profil. Autodidacte, c'est une machine de guerre. Je pense à Dawari Horsfall, qui est à Massy. Enfin, je veux dire, il y a des compétences incroyables. Et elles sont sous les radars des machines. Donc moi, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir, grâce à cette étude et grâce à mes collègues Kevin Vacher et Toufik Valiporam, de pouvoir objectiver par les chiffres, par les histoires qui se croisent et qui se répètent, les problématiques. Et je veux juste dire deux choses que j'entends. J'entends du côté de la ruralité, c'est très biaisé, hein, parce que les études quantitatives, j'ai pas accès à tous les chiffres encore, mais sur le qualitatif, je n'entends que ce que j'entends. Donc, mais ce que j'entends qui me frappe, c'est que côté rural, il y a une impression de, en fait, ils s'en foutent de nous juste. Juste, ils s'en foutent de nous. Et je pense que c'est vrai, en lisant les articles sur le livre de Cagé et Piketty, qu'il y a une espèce de mépris envers les ruraux que le Rassemblement national a su aller travailler, capter. Mais sur les quartiers populaires, il y a aussi beaucoup de personnes racisées et beaucoup de l'immigration postcoloniale. Il y a une taxe. Il y a une taxe si on ne se conforme pas à telle ou telle espèce de pratique ou culture dominante. J'ai beaucoup entendu d'histoires où c'est une violence incroyable. Et d'ailleurs, Sana, qui ne l'a pas mentionné tout à l'heure, Sana Saïtouli a été accusée par la femme du maire d'être une intégriste qui essaye de voiler les femmes partout où elle va. Alors Sana Saïtouli, elle a dirigé un plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a été là pour moi et pour tellement d'autres dans ces moments-là. Elle est féministe. Elle est badass comme peu. Elle est engagée depuis 25 ans sur le territoire. Ces filles ont fait une expo des héroïnes et héros et elles ont ajouté leur père qui est incroyable, Patrice Taraoré, et Sana Saïtouli avec Sergi Demain. Elles ont fait l'expo. Elle est incroyable. Et elle a été accusée par la femme du maire d'être en réalité une islamiste, intégriste cachée. C'est raciste. À aucun moment on m'aurait fait ce genre de commentaire à moi. Et cette taxe-là, je la sens de plus en plus envers les femmes d'origine maghrébine aussi, où on attend d'elles un certain comportement parce que sinon, reste à ta place quand même. Et je pense qu'il faut que les partis s'interrogent sur ces questions-là et se forment en fait sur les questions des biais discriminants et en fait des conséquences des impensés en fait racistes, classistes et patriarcaux, voilà, pour les nommer, validistes aussi. Voilà. J'ai peut-être une petite question avant qu'on permette à tout le monde de poser des questions de réflexion. Il y a un constat aussi à faire à Vitry, c'est qu'on est la ville ou l'une des villes depuis quelques années les plus abstentionnistes de France. Et je me demande s'il n'y a pas un lien entre ce constat et le fait que les élus sont de plus en plus éloignés en fait des aspirations de la population dans leur grande diversité. Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cet ordre-là ou il peut y avoir d'autres pistes selon toi? Alors, moi, ma première hypothèse, c'est si les gens ne se déplacent pas pour voter pour toi, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que ça change quoi que ce soit à leur vie.
Donc la première interrogation que je me pose, enfin je ferais, c'est est-ce qu'on est au service des gens? Et alors il y a quelque chose que font beaucoup les politiques, et je ne sais pas du tout si c'est votre cas ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est d'aller parler aux gens. Et en fait, aller écouter les gens, c'est tout aussi utile, c'est plus utile. Et je me rappelle d'un candidat qui m'avait demandé, j'ai fait que 2 campagnes électorales dans ma vie, c'est celle de Sana et celle d'Anina Chouchou sénatoriale dans un autre cadre, mais parce que c'est un cadre associatif, pas vraiment, on n'était pas là pour gagner une campagne, enfin une victoire, mais gagner d'autres victoires. Mais un candidat vert m'avait dit j'aimerais que tu m'aides sur ma campagne, j'aimerais aller parler aux gens de ceci, cela. Et je lui disais mais pourquoi tu ne vas pas écouter simplement leurs besoins? Il me dit non, mais ce que je veux leur dire, ce que je veux faire, mon projet. Et je lui dis ouais, mais c'est quoi le problème à les écouter? Il me dit peut-être qu'ils vont me parler de trucs qui sont, c'est pas mon projet. Et je disais ok, mais il y a peut-être des choses qui sont leurs priorités, qui sont écolo-compatibles. Et il me disait bah comme quoi? Et je disais je sais pas, par exemple. Personne comprend les trucs auto-entrepreneurs. C'est compliqué, c'est chiant, et tu peux jamais parler à quelqu'un en vrai. On pourrait pas avoir un guichet auto-entrepreneur à la mairie. Est-ce que c'est contre ton projet écologique? Il m'a dit ah bah non. Puis c'est vrai que j'ai plein de voisins, je crois qu'ils font des Deliveroo et tout ça. Je dis bon. Et juste simplement le fait d'écouter, je tiens à rappeler. Donc là, c'est pas pour voilà, la discipline du community organizing, c'est une discipline qui est notre discipline de référence. Ça fait genre ouais, pourquoi c'est un mot en anglais? Parce que le judo ou le karaté on traduit pas non plus. C'est un espèce d'art martial, on va dire, mais pour gagner des victoires. Et la première chose qu'on fait dans cette approche-là, c'est des campagnes d'écoute. Et ces campagnes d'écoute-là, elles permettent de vérifier si ce qu'on propose répond à des besoins. La France, Europe Écologie m'avait demandé de les former, mais peut-être pas, etc. il y a 1000 ans. Entre-temps, LFI l'a fait. Et LFI l'a fait en 2016 pour reconquérir les quartiers populaires pour la présidentielle. Déjà, quand on entend reconquérir, la reconquête des quartiers populaires, on se calme, on réfléchit à son vocabulaire et ce qu'il dit de l'impensé colonial. Ou de l'oubli. Donc, évidemment, ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Mais les membres d'LFI ont appris à écouter aussi différemment les gens sur le terrain. Et ça s'est vu. Ça s'est vu dans le changement de vocabulaire et d'attitude vis-à-vis des réalités des habitants de quartiers populaires. Et quelqu'un m'avait dit, je demandais, mais pourquoi il est mieux Mélenchon, etc. Et la réponse était, il est tendre avec nous. Il nous traite avec tendresse. Et elle me disait, t'imagines, Mélenchon tendre, mais quel gag. Et en même temps, il disait, mais je vois comment. Je vois pourquoi. Parce qu'il traite les gens avec considération. Et je pense que il y a sans doute plein d'autres hypothèses. Mais la première à se poser, c'est si on vote pas pour nous, c'est est-ce que nous, on a été là pour les gens? Comme si on te ghost quand t'appelles les gens, bah, peut-être que t'as fait quelque chose, ou peut-être que tu leur as pas répondu quand ils t'ont appelé. Ce serait mon hypothèse. À creuser, et après, si on la met de côté, ben, y a autre chose. Merci pour cette piste. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, oui. On fait quoi? C'est qui le on? Bah, ouais, la première question, mais justement, c'est la question à se poser, c'est... Oh, on fait pas ça déjà. C'est de se demander vraiment pourquoi, mais pas de se demander qu'entre soi. C'est-à-dire que ces changements-là, ils prennent du temps. Quand on forme sur les questions de non-discrimination, d'inclusivité, etc., souvent, si des boîtes t'abordent, elles te disent « Bon, je veux un truc qui fasse waouh au COMEX et en 2 heures, et comme ça, parce que les gens n'ont pas le temps. » Ok, ben ça, c'est comme faire une conférence sur l'écologie, et après te dire « Ça y est, notre boîte, elle est écolo. » Non, c'est pas comme ça. Ça demande du temps, et ça demande une vraie transformation culturelle, de se poser des questions sur comment on a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, comment se sentent les gens avec qui on a essayé de faire des choses et qui sont plus là. Moi, je suis toujours très émue quand les gens dans les partis partagent leur histoire, parce que c'est... Moi, je serais partie depuis longtemps. Franchement, c'est hardcore, c'est dur. Les histoires qu'on entend parfois, je me dis, mais quelle atteinte à la dignité, mais incroyable. C'est incroyable. Et ces personnes restent quand même
reste dans des commissions, quartiers populaires, essaye. Et de vraiment poser la question sans avoir envie de répondre, de se défendre, de se justifier, mais juste de comprendre en fait où est-ce qu'on a fait une erreur. Il y a, quand on marche sur le pied de quelqu'un dans un bus, j'avais lu cette métaphore-là que j'aimais bien, spontanément, normalement, on dit « excusez-moi, pardon », on regarde, voilà, et on dit « ça va, est-ce que je peux ?» et on se décale. Et sur ces questions-là, on a tendance à dire « oui, mais mettez pas votre pied là aussi »,« oui, mais moi j'étais là avant »,« oui, mais il y a des gens qui n'ont même pas de pied »,« oui, mais etc. »,« oui, mais de toute façon, on va se faire marcher sur les pieds dans la vie, donc il faut s'habituer ». Il y a du « oui, mais ». Et en fait, il faut se poser la question, ça c'est des points douloureux, ok, on n'a peut-être pas été parfait. J'allais dire c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est normal. On n'est pas parfait. Donc ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? On commence par se dire, on en fait une priorité, un vrai sujet, et on ne pense pas qu'on va le régler d'ici la prochaine échéance électorale, mais on pense au temps long. Pourquoi on perd? Pourquoi on perd auprès de celles et ceux dont on pense qu'on porte des intérêts, la voix? Et comment est-ce qu'on peut aller les écouter pour leur demander pourquoi on perd et qu'est-ce qu'on fait? Et après, il faut être prêt à entendre la réponse et peut-être faire de la place et se rappeler que on gagne collectivement. C'est pas une question d'avoir la place. Si on gagne, si quelqu'un gagne dans notre équipe, on gagne. C'est large. Oui, bonsoir. Quand Nicolas il demandait qu'est-ce qu'on fait, en fait, je voulais répondre à votre place, et c'est très prétentieux, mais je voulais juste dire, vous l'aviez dit, vous aviez parlé d'écoute. Voilà, je crois que c'est vrai qu'on ne s'est pas écoutés tous, parce qu'on est tous dans... On écoute poliment, et puis on est dans des représentations, et surtout, ce qu'on veut pas, c'est être trop déstabilisé aussi, parce qu'on risque d'entendre. Et c'est ça le problème, c'est un problème qu'on a tous dans tous les domaines, je pense, à tous les niveaux. Et donc écouter vraiment c'est dur. Et puis il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en ce moment c'est mon truc à moi, c'est le mot dignité. En fait, je crois que c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est que on oublie qu'en fait c'est un besoin tellement élémentaire, en fait, à part manger, boire, dormir, et après se sentir effectivement respecté dans sa dignité, et aussi le mot considération ça va ensemble un peu. Bon, je dévie sûrement, mais pour moi, en fait, c'est ça, pouvoir construire ensemble, c'est ce que chacun se sente digne aux yeux des autres, quoi. Et ça rejoint le problème des gens qui, effectivement, se sentent pas regardés comme des gens dignes. Voilà. Merci. Merci. Moi, je voulais en fait... je me présente, Antoine. Moi, je suis militant au NPA et aussi militant à la CGT. Mais c'était dans ce que tu disais, ce qui est hyper choquant aujourd'hui. À un moment, tu parlais des abayas, de comment... Parce que moi, quand tu racontais les parcours militants des gens qui peuvent, par exemple... Parce qu'on vient des quartiers populaires et on n'est pas reconnu, et on va finalement à Renaissance ou ailleurs, enfin, on parle bien quand même d'enjeux politiques. Et moi, je crois qu'on a quand même une énorme inquiétude et un énorme enjeu, c'est qu'on voit bien aujourd'hui l'utilisation par le gouvernement actuel, mais qui a été précédé, de la question du racisme, qui est un enjeu majeur. Et sur ça, enfin, si on dit les quartiers populaires se sentent pas envie de voter, mais ils s'en prennent tous les jours dans la gueule. Enfin, en plus, justement, moi je trouve que Frédéric, les élus de Vitry-en-Mieux, quand il y a de la merde à un endroit, les émeutes l'année dernière à Chériou, etc., vous venez, justement. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un système où c'est la répression, et on fait des quartiers populaires qui sont pas là, enfin on va pas se mentir, les boucs émissaires. Mais moi, j'aurais envie de dire, comme les Juifs des années 30, enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une gradation de ouf pour essayer de... Comment dire? Ils essayent de construire un bloc national raciste blanc pour essayer d'écraser tout le monde. Faire croire qu'en fait, t'es smicard, mais finalement, ce sera plus facile de taper sur la fille à côté qu'à l'abaya,
ou qui a le foulard, etc. Et que ça, c'est une politique consciente. Enfin, moi, je pense que les gens de Renaissance ou de l'extrême droite, ils sont pas débiles, hein. Ils ont appris comme nous de l'histoire, ils savent ce qu'ils font pour justement essayer de nous détruire. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, un des enjeux, c'est de reconstruire ce type d'événements, d'essayer de... Enfin, pour moi, le combat antiraciste et contre le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, c'est un enjeu majeur des années à venir, parce qu'on voit bien qu'on est dans une logique mortifère, parce qu'en plus, le système est en crise. C'est d'un côté la crise climatique, de l'autre côté, moi je dirais aussi la crise impérialiste. Je voulais juste finir par ça, mais par exemple, ce qui se passe au Niger, je trouve en ce moment est extrêmement intéressant. Parce qu'on voit que l'Empire français déclinant se fait virer, mais en même temps, si vous vous rappelez, là, Macron a dit cette semaine, c'est ça, l'écologie à la française. Si vous vous rappelez, l'écologie à la française, c'est l'écologie nucléaire, hein, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Mais en fait, on a de l'uranium au Niger, avec Areva, etc., d'où on se fait virer. Donc, je trouve qu'il faut qu'on essaye de faire le lien entre ces questions écologiques, ces questions antiracistes, et derrière, en fait, essayer de mettre en place une politique dans les intérêts des exploités, des opprimés. Enfin, moi, je ne crois pas juste à l'analyse sociologique. Je vais juste finir par ça. Je trouve que Piketty et Julia Cagé, finalement, c'est que la question sociale qui serait la clé d'une reconstruction de la gauche. Moi, j'y crois pas. Bien évidemment qu'il faut partir sur les questions sociales, mais pourquoi Marine Le Pen gagne pas sur les questions sociales, c'est qu'elle réussit à être raciste et les gens, enfin, elle est raciste, mais les gens votent pour elle parce qu'ils pensent qu'il y a trop d'Arabes. Enfin, on va dire les choses clairement, et que c'est sur ce terrain-là qu'on doit défendre nos valeurs communes à tous ensemble, et que justement, le problème, c'est qu'il y a trop de milliardaires en France. Merci. Beaucoup de choses là-dedans. Je voudrais juste rebondir sur... Il y a une chose que tu disais, ça peut choquer quand on entend... Il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans les quartiers populaires, qui sont allés plutôt au centre ou à droite. Et je me rappelle très bien, avant les élections de 2014 à municipales, avoir dit autour de moi, il y a des gens très à gauche, communistes, dans des villes que je connaissais, attention, il y a des gens là qui ne sont pas entendus, ils vont monter une liste indépendante, ils sont bons, parlez avec eux. Et on me disait, non mais attends, Tara, ça fait 150 ans qu'on gagne sans faire, au premier tour sans faire campagne, tu vas pas nous... Et j'avais une vingtaine de personnes que je connaissais qui étaient dans des listes électorales, et une large partie, en fait, avait choisi... En tout cas, c'était tout sauf la gauche. C'était à l'époque où Manuel Valls avait le vent en poupe. On oublie, hein, mais voilà. Et c'était donc aussi un peu l'âge d'or du racisme de gauche aussi, très décomplexé. On a plus... Donc il y a eu effectivement, hein, la ceinture rouge est devenue un peu plus orange. Voilà. Ça a choqué. Mais effectivement, dans les personnes que je connais qui sont passées au centre ou à droite, ces mots-là, du respect de la dignité, étaient vraiment, vraiment très très présents. Il y a aussi un truc avec la gauche, c'est que l'antiracisme de gauche, s'il est juste dans ses mots, mais il n'est pas dans les actes. C'est-à-dire que là, il y a une coalition d'élus du 94 qui se sont positionnés sur les abayas, mais c'est très compliqué d'entendre la gauche sur ces questions-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas un vrai travail de fond fait sur ces questions-là. Moi j'ai contribué au collectif Stop le contrôle faciès il y a bientôt 15 ans maintenant. La première proposition de loi sur la traçabilité des contrôles d'identité, qui était vraiment solide, venait de Yves Pozzo di Borgo, voilà, un mec du centre, donc globalement de la droite, mais qui a pris ce temps d'être sérieux sur le sujet, de ne pas penser que c'est acquis, nous on est de gauche. C'est pas qu'une question de valeur, la non-discrimination. C'est aussi, il y a des vrais trucs à faire, des trucs concrets à faire. Donc de la même manière que c'est pas que social et que c'est pas que racial ou quoi, ou qu'est-ce, ces débats-là, c'est bien sûr que le racisme, il est extrêmement prégnant, à droite, mais à gauche aussi, et que donc ça désengage. Mais l'antiracisme, ça n'est pas que essayer de lutter contre le Front National, c'est de regarder ce qui est structurel et ce qui vient aussi de nous, de ce que nous on met en place, qui défavorise certains au bénéfice d'autres. C'est au bénéfice d'autres.
d'accord ? Globalement des blancs dans la question du racisme. Tout à fait. Donc il y a aussi une question à se poser là-dessus, sur le concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement auprès des gens ? En quoi on est utile aux gens ? Parce que c'est pas très utile d'effectivement avoir des slogans qui sont pas vraiment suivis des faits. Alors j'ai pas l'expertise pour revenir sur les livres de Julia Cagé et Thomas Piketty, c'est pas du tout mon métier. Mais ce que je vois effectivement, c'est qu'il y a une blessure dans les entretiens qualitatifs qu'on mène, et voilà, il y a une blessure. Et c'est vrai que parfois, tu préfères traîner avec des gens où tu sais qu'au moins t'as pas confiance en eux, qu'avec quelqu'un où tu te dis, il m'a trahi. En fait, on ne se sent trahi que par les gens en qui on avait trop confiance. Et retravailler la confiance après, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Et pour revenir sur le propos de madame, effectivement, on a peur d'entendre qu'on a été une mauvaise personne. On pense souvent que le racisme, c'est des méchants. Bah non, on a un impensé raciste, et un impensé classiste, et un impensé patriarcal, parce qu'on est né dans cette société. On l'a tous et toutes. Donc on doit en prendre conscience et agir en conséquence, point. Mais effectivement, tant qu'il n'y a pas d'espace pour avoir ces conversations, en dehors les élections, c'est dans 1 an, dans 9 mois, dans 6 mois, le risque, en tout cas moi ce que je vois beaucoup en observatrice, c'est qu'on repart dans la machine électorale et on a des urgences, donc on n'a pas le temps d'aller écouter, etc. Et voilà, au bout d'un moment, les résultats sont jamais plus trop surprenants. Pardon, je pensais que c'était... Bonjour. Bonjour. Donc je vous ai écouté donc vous avez parlé du fait que le pouvoir, la politique, c'est un champ réservé pour les élites. Vous avez même parlé à l'international en donnant l'exemple des lobbies d'armement américains. Je reste dans ce domaine, dans l'international. Moi, je viens d'Algérie et je peux vous dire que le domaine de la politique il n'est pas réservé. Il est programmé pour que ça reste toujours entre les mains des élites. La meilleure preuve, je ne sais pas si vous avez regardé hier ou avant-hier les informations, donc le gouvernement algérien qui a pris la décision, de dire aux écoles privées françaises, parce qu'elles existent en Algérie, il a pris la décision pour que ces écoles ne donnent plus de programmes, ne disposent plus de programmes français. Il faut que ce soit des programmes algériens et exclusivement algériens. Donc, il décide pour les enfants du peuple l'arabisation et l'islamisation pour fabriquer des abrutis. Par contre, pour leurs propres enfants, ils les envoient dans les écoles américaines, anglaises, françaises et autres, quoi. Donc, ils programment, c'est une programmation pour passer le flambeau pour leurs enfants. Et voilà, donc... après, j'ai envie de dire, vous avez la chance, moi j'ai la chance avec mes enfants d'être en France. Même s'il y a de ça, on est dans un pays libre, la preuve, vous parlez de ces sujets-là en public, personne ne vient vous déranger. Donc j'ai envie de dire, j'ai la chance d'être en France avec mes enfants, j'espère que mes enfants... évolueront mieux que là-bas, quoi. Et donc pour vous dire quoi, que ça va. Le champ politique, enfin le domaine politique est réservé, il a été toujours comme ça. Et donc pour revenir sur un autre sujet du racisme, par contre, depuis que je suis arrivé en France, je suis arrivé en 2016. Pour des raisons très particulières. Donc depuis que je suis arrivé en France, je regarde beaucoup les chaînes d'infos contenues là. Et donc quand j'entends quand ça parle d'islam enfin pour dire
ça cache derrière les Arabes, quoi. Mais le sujet apparent, c'est l'islam. Donc ce qui me frappe, c'est que les gens qui sont ici, peut-être deuxième ou troisième génération issus de l'immigration essentiellement maghrébine, ce qui me frappe, on est quand même dans un pays libre. Mais cette frange de population, je ne l'ai jamais vue, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de s'organiser. Et j'espère qu'ils sont comme moi. Je suis, on va dire, de culture musulmane, mais je suis, comment dire, je suis tout à fait assimilé. Je vis ici en France le plus normalement du monde. La religion, c'est une question personnelle, ça reste dans mon cœur, c'est tout. Mais ailleurs, je me comporte comme tout le reste des citoyens. Je pense et j'espère que les autres compatriotes, enfin les gens qui sont d'origine maghrébine, ils sont comme moi, ils pensent comme moi, ils sont dans un pays libre. Qu'est-ce qui les empêche de s'organiser pour sortir et dire cessez ce racisme, cessez ces discriminations. On est tout à fait capable d'être des citoyens à part entière, quoi. Alors merci pour votre propos. Je vais revenir sur deux aspects totalement différents. La première, c'est que vous avez dit la politique, c'est pas seulement que les élites qui réussissent, c'est organisé pour les élites et pour qu'elles perpétuent finalement leur pouvoir. Je pense que c'est une hypothèse à creuser en France aussi, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'il faut se poser la question, quand on est dans ces espaces-là, de ce qu'on essaye de faire et de si ça a besoin d'être nous à cette place de pouvoir, quand ça pourrait être quelqu'un d'autre, et qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Par contre, sur l'autre propos, c'est pas mon sujet d'expertise ou l'objet forcément du débat, mais je pense que c'est extrêmement important de se rappeler qu'en France, quand les musulmans et musulmanes s'organisent, le sentiment de liberté que vous avez, il est plus si évident. Qu'on peut vite se retrouver accusé, comme Sana Saïtouli, d'intégrisme, de connivence avec des grands méchants loups qui viendraient en fait installer la charia en France, qu'on peut être dissous, qu'il peut y avoir des pressions en fait sur les personnes autour de nous, sur notre travail. Donc non, je ne pense pas qu'en France aujourd'hui, et je pense que à l'international c'est très clair que non, en France aujourd'hui, on ne se sent pas très serein et très libre de s'organiser en tant que musulmans et musulmanes. Et je pense que la rentrée pour les jeunes filles musulmanes cette année était violente aussi, et pas que pour les jeunes filles, pour les parents, pour les frères, pour les sœurs, Moi j'ai eu des amis qui m'appelaient en me disant on a passé toute l'année à essayer de rescolariser ma petite sœur. Je ne savais pas qu'elle avait vécu du harcèlement par rapport à ses vêtements par la hiérarchie. On a été voir le directeur, on a été à Zara racheter des vêtements, elle a accepté de retourner à l'école, et aujourd'hui elle est arrivée, on lui a dit bah non, en fait oui c'est un pantalon et une chemise, mais de loin comme la couleur est noire, et ben en fait ça donne l'impression que je sais pas quoi, et elle avait peur, elle voulait plus aller à l'école, et de retravailler cette scolarisation. Et quand j'entends à la radio non ça s'est bien passé la rentrée, ça me fait penser à la rentrée 2005, on disait bah non, vous voyez... les signes religieux sont interdits, mais ça s'est bien passé. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi plein de jeunes filles qui se déscolarisent ou passent au CNED. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense que c'est grave dans un pays comme la France. Je pense que c'est et pardon, je sors du sujet là, mais je suis aussi formatrice laïcité les valeurs de la République pour les agents publics, donc c'est un sujet qui me touche. En fait, les agents sont très peu formés à ces sujets. Les agents ont l'impression de faire respecter quelque chose qui est de l'ordre des principes constitutionnels et qui en fait finissent par devoir discriminer parce qu'ils ne savent pas en fait comment faire sans forcément se rendre compte de l'impact sur la vie, la trajectoire des personnes qui sont visées et qui n'ont pas l'égal accès au service public, qui est un droit constitutionnel. Donc je peux comprendre, on a toujours... mes parents viennent d'Afrique du Sud et leurs parents viennent de plein d'autres pays. Il y a eu beaucoup de guerres, etc. Donc bien sûr qu'on est toujours des raisons de penser que c'est quand même mieux qu'ailleurs. Mais je pense que c'est pas mieux pour tout le monde. Et je pense que la France est très inquiétante en ce moment sur les questions de liberté civile, sur les questions de respect des droits humains, sur les questions de racisme, effectivement, de la banalisation du racisme et d'atteinte aux droits.
un peu en dehors du sujet, pardon. On devait irrémédiablement y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu pourras nous partager les résultats de l'enquête? Oui, alors on partagera les résultats de l'enquête. Je crois que les premiers résultats seront seront au printemps. Il y a toute une réflexion sur le timing, parce que quand on fait un travail qui révèle effectivement que la gauche est loin de ses valeurs dans leur mise en place en interne, il faut réfléchir à quand est-ce qu'on sort quoi comme information. C'est pas non plus sans responsabilité. Mais au-delà de ça, donc il y a une 50aine de personnes qui participent à travers la France, dans différents partis, en dehors de partis aussi. Donc c'est aussi leur voix qu'on a envie de pouvoir faire entendre, et que c'est important que vous puissiez entendre à l'intérieur de vos mouvements et de vos partis. Et l'objectif sera aussi de voir qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce que du coup, même à Vitry, dans les prochaines réflexions sur qui est-ce qu'on met sur les listes municipales, comment on réfléchit cette question-là? Comment on réfléchit à dépasser le cadre même existant, à aller plus loin? C'est-à-dire le strict minimum, oui, c'est de mettre son métier, donc sa classe sociale. Mais c'est intéressant de savoir, oui, mais et tes parents, ils faisaient quoi? Et qui on a? Qu'est-ce qu'on représente? Non pas pour faire du tokenisme, c'est pas, personne ne représente personne dans sa majorité. Donc il y a une idée de sortir des logiques de casting aussi. On a une personne de telle origine ou de tel âge, etc. Et vraiment penser à partir du projet. Mais je pense qu'il faut s'autoriser, c'est pas seulement il faut s'autoriser, il faut se forcer à aller être curieux et aller entendre ce que les gens ont vraiment à dire et à contribuer, sans cette peur et sans cette suspicion. Et c'est la dernière chose pour moi, je parlais de la charge, de la taxe raciale. Ça vient beaucoup avec la suspicion. Ouais, mais il fait son truc. Ouais, mais pourquoi il fait vraiment de la politique? Et vous, pourquoi vous faites vraiment de la politique? Ah, on a envie de changer les choses. Et de laisser de se questionner aussi sur ses pratiques, ses impensés, ses habitudes, et se mettre des garde-fous. C'est pas nos valeurs qui nous empêchent de discriminer, de porter atteinte aux autres. C'est les garde-fous qu'on se met parce qu'on est tous fatigués. Voilà, on fait 1000 trucs, on fait des erreurs. Et donc, il faut se mettre des trucs et astuces pour ne pas faire ces erreurs-là. Donc, ça veut dire objectiver. Ça veut dire être intentionnel. Ça veut dire ralentir. Et poser ça comme véritable objectif. Donc, à suivre pour la suite de l'enquête et de la mobilisation. En tout cas, merci Tara merci pour l'invitation. Pour ce message qui est quand même c'est un message d'ouverture qu'on doit retenir. Et je pense que le maître mot, ce sera bien l'écoute. Et on a 3 années au moins d'écoute à organiser. Voilà, je pense que c'est ça que moi, en tout cas, je retiens. Merci beaucoup. Mais merci à toi pour ta venue. Le grand organisateur qui est grand en taille et